Bonjour, soyez les bienvenus dans ce joli panorama de la Sainte-Victoire. Donc je souhaite dans cette capsule numéro 42 sur YouTube ou odyssée.com aborder aujourd'hui les différents territoires qui laissent des empreintes indélébiles sur le cerveau de l'enfant. Donc les neuroscientifiques ont pu constater que le caractère de l'enfant était imprimé dès les 3 mois après sa naissance et que ce caractère de type extraverti, introverti, avait peu de chances d'évoluer, même si son mode d'expression, bien sûr, peut changer avec les années. Donc pour ça, et pour comprendre de quelle manière ces empreintes nous conditionnent dès le plus jeune âge, il faut que je revienne sur les résultats des travaux d'Henri Laborie, qui date des années 70, et qui a donc pu, à travers des expériences faites avec des rats, observer que notre reptilien, notre cerveau de survie, avait 3 positions prioritaires. Donc nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr, nous avons à la fin du tronc cérébral et de la moelle épinière, nous avons ce fameux territoire reptilien qui nous oblige à réagir de manière spontanée, immédiate, pour assurer notre survie si un danger survient, si un bruit nous choque. Et lorsque nous étions enfants et que quelqu'un s'amusait à nous faire peur, vous avez tous vécu cette réaction instantanée qui fait que ça ne passe même pas par le conscient, ni par le mental, ni par l'éducation, ni par la culture, ni par les conditionnements. C'est instantané, votre reptilien vous écarte du danger. Eh bien, dans le cadre des travaux d'Henri Laborie, il a été observé que les territoires reptiliens connaissaient 3 positions majeures de survie. La première position s'appelle la lutte, la deuxième s'appelle la fuite, et la troisième position de survie s'appelle l'inhibition. Alors on retrouve bien sûr chez les animaux ces 3 positions. La lutte lorsque l'animal est en danger et lutte pour sa survie. La fuite qui est le principal, je dirais, ingrédient de notre survie et qui a permis à l'être humain de tenir face à des animaux beaucoup plus puissants que lui et plus outillés. Et enfin l'inhibition qui correspond non pas à la soumission, contrairement à ce que l'on peut imaginer, mais bien au fait de se figer de manière à laisser passer l'orage. Et c'est un peu ce que font les enfants lorsqu'on les gronde un peu violemment. Vous pouvez observer qu'ils se figent, les yeux sont statiques et tout est concentré sur la survie, la respiration peut être forte ou très lente, les muscles sont contractés mais rien ne se passe. Eh bien cette empreinte d'inhibition, on peut la retrouver chez les adultes qui vont subir des abus, des contraintes personnelles, professionnelles et qui ne vont pas réagir. Alors ça ne signifie pas qu'à l'intérieur il ne se passe rien, bien au contraire. Il y a tout un discours interne, des émotions, de la colère, même de la violence, mais elle ne s'exprime pas, elle est inhibée. Donc on voit bien que le programme a été chanté et que tout reste à l'intérieur de l'individu, alors que de l'extérieur, on pourrait s'imaginer que la personne se soumet, ce qui n'est absolument pas le cas. Nous avons aussi le syndrome de la lutte, donc lorsque la personne se sent en danger, que ce soit réel ou totalement subjectif, suite à une réflexion d'un collègue, une remarque d'un parent, eh bien, la personne peut se sentir agressée et se mettre systématiquement en lutte, c'est-à-dire réagir verbalement, physiquement, violemment, et dire qu'elle n'est pas d'accord, crier, avoir même envie d'en arriver aux mains, simplement parce qu'elle s'estime en danger de survie. C'est parfois totalement incompréhensible, disproportionné. Sachez bien que c'est simplement son reptilien qui a actionné cette position de survie qu'on appelle la lutte. Et il existe enfin donc la fuite. Et la fuite, c'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissons. Lorsque la difficulté est beaucoup trop grande pour nous, ou que nous sommes face à une autorité que nous ne pouvons pas défier ou contourner, eh bien la meilleure réponse, c'est la fuite. Alors bien sûr, on peut fuir toute sa vie et pour autant ne pas grandir et ne pas évoluer et ne pas résoudre les problèmes fondamentaux que cette empreinte nous amène à visiter. Tous ces éléments de réaction sont simplement des conditionnements, des instincts qui nous amènent à nous poser la question de savoir est-ce que nous avons suffisamment travaillé sur nous-mêmes, donc en gros est-ce que nous avons fait assez d'introspection dans nos forces et nos faiblesses pour nous départir de ce conditionnement instinctif. Certains vous diront c'est totalement impossible, ce qui est imprimé dans le reptilien ne peut pas être changé. Or, des expériences menées par des neuroscientifiques avec des moines tibétains qui ont plus de 50 000 heures de méditation derrière eux, a prouvé que même le reptilien, même le réflexe, la réaction
instantanée et instinctive peut être totalement jugulée par le cortex préfrontal. Alors bien sûr, le cerveau de ces méditants ne ressemble pas à notre cerveau. Le lobe frontal est beaucoup plus développé et ça leur permet, avec des années de pratique de méditation, eh bien, de soumettre les réactions du reptilien à leur intention. Alors certes, on a même fait exploser un pétard dans le tube, je dirais, d'IRM pour observer comment le cerveau réagissait. Le bruit du pétard a été entendu par le méditant, mais son cœur ne s'est pas accéléré, ses muscles ne se sont pas contractés, sa respiration ne s'est pas emballée. C'est-à-dire que l'information est bien arrivée au niveau des territoires reptiliens, mais rien ne s'est passé. Et le méditant est resté dans sa méditation. Et sur les courbes encéphalographiques, on voit effectivement le pic de réaction qu'on ne peut pas empêcher, mais par contre son impact et le fait que cela modifie nos comportements, nos émotions, ont été sans effet. Donc on apprend avec les neurosciences que la fatalité n'existe pas, que le destin n'existe pas, en tout cas elle peut être modifiée, et que la méditation, comme tous les arts énergétiques ou de contemplation, permettent de reconfigurer notre cerveau et de faire grandir certains territoires et d'en diminuer certains autres. Donc la plasticité neuronale est une réalité. Nous pouvons à tout moment faire évoluer nos réponses cérébrales. Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que je suis introverti que je le serai toute ma vie. Ce n'est pas parce que je suis extraverti que je le serai forcément toute ma vie. Ce n'est pas parce que je suis dans la lutte, dans la fuite ou dans l'inhibition que je suis la victime de ce conditionnement, je dirais, originel, puisqu'il se crée dès l'âge de 3 mois. Donc vous comprenez bien que la vie est adaptative, elle se modifie à chaque instant. Et le fait d'en prendre conscience, ici et maintenant, c'est vous donner plus de liberté par rapport aux réactions des autres et par rapport à vos propres réactions. Et rappelez-vous, si vous ne pouvez pas changer les autres, vous pouvez vous changer vous-même, à chaque instant, dans chaque vie, à chaque moment. Simplement en prenant conscience que vous avez cette capacité extraordinaire qu'on appelle la vie consciente. Alors, je vous souhaite une belle vie consciente, idéalement dans l'instant présent, où tout est parfait. Et si votre cerveau vous joue des tours, peut-être que le moment est venu de le faire grandir. Merci. Namasté.